Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marée. Ce soir, deuxième partie de votre émission bilan sur la saison 2020-2021, toujours accompagné de Benoît Donquiel et François Manoury. Après avoir effectué un retour détaillé sur le championnat de Ligue 2, nous allons évoquer ensemble la communication du club, la saison prochaine, ainsi qu'un retour en statistiques sur l'exercice passé, sans oublier les tops et les flops, chers à notre plume locale. Installez-vous bien et montez le son, Les Activistes bilan partie 2 commence maintenant. Romain, vu que toi, tu as mis le club en vente, on ne sait pas d'ailleurs si tu as empoché les 15 millions qui avaient été demandés. Est-ce que tu vois, toi, justement, dans toute on a appelé ça la communication de crise qui a été catastrophique, avec les deux messages envoyés les deux jours à la suite pour démentir, mais au final, on n'a pas dit, est-ce que vraiment le hack était à vendre, pas à vendre? C'était le boxon intégral. Et est-ce que à ce moment-là, on n'a pas dit, bah, t'as toutes les rancœurs vu que les résultats sont pas là, qui remontent à la surface. Et il y a peut-être justement à ce moment-là, le club était peut-être à deux doigts d'imploser si il aurait peut-être fallu une petite étincelle pour que tout explose. On a vraiment senti que, oui, comme tu dis, il manquait pas grand-chose pour que tout explose. Heureusement que derrière, on arrive à rester en Ligue 2 aussi, parce que voilà. Et sinon, non, pour info, 15 millions, il n'y a pas de preneur. Franchement, j'ai essayé, il n'y a personne qui veut 15 millions. On fera un ticket Oui, d'euro révolté, million. non, il y a un euro million vendredi, là. Il y a un euro million vendredi, faut y aller, les gars. Ouais, non, mais c'est vrai que ça termine bizarrement la saison. Et puis, comme vous l'avez dit, là dans Foot Normand, on lit encore un Volpe qui parle de Ligue 1. Non, je crois que maintenant là, il va falloir adapter la communication et puis voilà, et puis remettre le hack à sa place. Et puis remettre. Je me permets juste, mais si je fais le profil de la Ligue 2 de la saison prochaine, quels clubs sont soi-disant intrinsèquement supérieurs au hack? Bah écoutez, moi. Ouais, il y a pour moi sur la saison prochaine Rodez, Pau, Villefranche ou Niort. Tous les autres, ils ont des sacrés stades, ils ont un sacré palmarès, ils ont un sacré vécu. On peut parler de Valenciennes, de Nancy, de Sochaux, d'Auxerre, de qui vous voulez. Paris FC aussi. Comment ? Le Paris FC aussi. Ouais, mais le Paris FC, ben oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça joue toujours les 5 places. Grenoble, je veux dire, ils ont tous un superbe stade, ils ont tous des conditions équivalentes à celles du hack. Les seuls clubs qui sont, pour moi, en termes d'infrastructure, de vécu, de moyens, ils vont se compter sur les doigts d'une demi-main. Non ? Vous n'êtes pas d'accord, les gars ? Si, totalement. On l'a bien vu cette année, quand on voit des clubs comme Guingamp, Caen et Le Havre qui étaient en galère à se battre avec des Rodez, Pau, Dunkerque, ça faisait peur quand même. Oui, il y a Dunkerque, je mettrai Dunkerque aussi. Mais voilà, il y aura 3-4 clubs devant lesquels on peut se dire, bon, il faut qu'on termine devant, mais pour le reste, c'est quand on voit la sortie de Furlan aujourd'hui, qui dit ah ouais, elle est magnifique celle-là. Plus on demande la Ligue 1, moins on l'a, fermez votre gueule. Bah, nous, on a fait 2 allers-retours en 20 ans en Ligue 1, donc peut-être fermons-la et travaillons différemment, faisons une communication différente. Moi, j'ai vraiment envie que le hack s'appuie davantage sur ces jeunes, parce que je vais pas rester sur les 2 derniers matchs de la saison, mais quand je vois un Abdoulaba qui sort à 2-3 matchs de la fin de saison, mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Mais il est extraordinaire ce gamin. Il a un sacré potentiel. Parce qu'on ne le verra pas beaucoup. Et voilà. le pire, c'est il y a des infos là. Il y a des infos. Non, il y a pas. Non, c'est pas des infos. C'est que le gamin, il a signé 3 ans. Là, on va arriver début de saison prochaine. Il lui restera 2 ans. On fait quoi? Il prolongera pas. Il fera comme les autres. Il ne prolongera pas. Et finalement, si on lui vend encore Villefranche, Beaujolais, Rodez et Dunkerque, il ne prolongera pas. Donc finalement, on va peut-être le voir une saison, puisque ça sera ça, où il partira gratuitement. Et je pense que, pour le coup, le président Volpe, on a maintenant soupé de voir partir ces gamins pour 0.
Donc, je pense qu'on le verra une saison et sans doute pas plus, sauf accession en Liga. Et de rajouter à ça aussi, c'est que je me souviens d'après, je crois que c'est le match de Sochaux, où Paul Le Guen a fait une énorme gueulante et qu'il a dit au pire on fera jouer les jeunes. Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est après ce match-là, oui, justement. Quitte à jouer le maintien en faisant jouer les jeunes, et on avait bien vu qu'au final, non. Mais alors après, quel jeune? Mais ensuite, voilà, je suis d'accord. On lance pas des jeunes au feu comme ça. Je peux juste faire une petite parenthèse, messieurs? Oui, François. Juste une petite parenthèse, parce que moi, je suis très, très en colère par rapport au cas Mamadou Fofana. Très honnêtement, en début de saison, quand Nolan Mbemba est arrivé, je me suis posé la question, pourquoi on recrute un joueur à ce poste-là alors qu'on est déjà plutôt bien pourvu? Et à la sortie de la saison de Nolan Mbemba, le constat est que on va pas faire signer un Mamadou Fofana qui a apporté, je sais plus qui a tweeté ça, qui a apporté en 2 matchs beaucoup plus qu'un Nolan Mbemba durant toute la saison. Moi, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que il faut faire confiance à nos jeunes et pas faire venir des joueurs qui ont fait une pseudo-saison à Reims, qui a contribué à la montée de Reims. Non. Nolan Mbemba, il nous a plombé notre début de saison en se prenant 2 rouges sur les 2 premiers matchs à domicile. Derrière, ça a été l'intermittent du spectacle. Et il y a un Mamadou Fofana. Je ne sais pas ce qu'il vaut sur la durée, Mamadou Fofana. Mais sur la durée, j'ai vu que Nolan Mbemba, pour sa première saison, c'était pas ça. Et moi, je ne cautionne pas voilà, ça me gêne que Mamadou Fofana soit privé d'un contrat sur l'autel qu'on garde un Nolan Mbemba qu'on a fait signer et personne viendra le recruter, personne viendra le débaucher et il va falloir se traîner Nolan Mbemba au risque qu'il fasse la même saison prochaine que celle qu'il a faite cette année. Ouais, que Mamadou soit une variable d'ajustement pour des erreurs de recrutement, c'est sûr que ça serait un peu dommage. Flo, tu voulais continuer. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le cas Fofana, il fait débat. Enfin, il fait débat. Il fait surtout débat parce que Mbemba est pas bon. Il serait bon, on n'aurait pas cette discussion, mais là, il l'est pas. Et je pense que Mbemba, vu qu'on vient de le faire signer, c'est justement ce que je voulais regarder. C'est à mon avis, il va être là encore au moins 2 ans. Je sais pas. 2 ans? C'est 2 ans? Je crois. Ouais, je pense. Ça, Il a dû signer 3, ouais. Ouais. Je vais regarder ça tout de suite. Donc ouais, non, 2023. Ouais, c'est ça, encore 2 ans. Ouais, donc 2 ans. Et voilà. Ouais, non, c'est la spéciale, hein, c'est des semi-échecs, comme dirait notre ami Polo. Donc, là, on est à la fin de saison. Semi 3/4, hein, un bon semi là quand même. Hein. On va faire un bilan là juste des recrues. Est-ce qu'il y a une recrue? Moi, j'en ai, on va dire, 1,5. On peut dire c'est bien. Moi, je pense que Gibaud, c'est bien. Je sais pas vous. Gibaud, il a fait le boulot. C'est très bien. Il est à la hauteur du niveau attendu, un bon soldat de Ligue 2, voilà, c'est ça. Un bon soldat de Ligue 2. Voilà. Il va pas monter plus haut, mais tu sais ce que tu as avec lui. Tu sais ce que tu as avec lui. À Louis Cornet, ça a fait montagne russe. Des fois, c'était des bons matchs, des fois, c'était passé à côté. Et il y a Mbemba, il serait pas dans l'équipe, ça serait pareil, quoi. Bah, ça tombe bien parce qu'il joue pas beaucoup, donc c'est parfait. Je voudrais juste dire un petit mot sur Quentin Cornet, parce que j'ai vu le conduct sur les tops, les flops. Avant d'aborder le cas Quentin Cornet, juste par rapport au papier de Ben, tout à fait d'accord, surtout, sauf sur Ben Mohamed. Moi, je l'aurais mis dans le top des flops. Mais bon. C'était lui ou Basile. Basile, on aurait pu les mettre les deux dans le même panier. Ouais, mais Ben Mohamed, j'ai bien aimé sur 2-3 matchs, ce qui est beaucoup mieux que Basile d'ailleurs. Son côté guerrier, un peu trop guerrier, un peu trop irlandais, parce que c'était souvent en limite rouge. Mais on sent qu'il y a un petit quelque chose quand même. Je te l'accorde. Voilà. Et juste par rapport à Quentin Cornet,
avec le recul, je me dis qu'il n'a pas fait une si mauvaise saison que ça. Parce qu'il a été très très bon sur certains matchs. Alors, très peu de matchs, ok, mais sur certains matchs, à Guingamp, à Valenciennes, il a été très très bon. Et quand on regarde les statistiques, là, je trouve que c'est très tronqué dans la mesure où il y a plein de choses que Quentin Cornet a faites qui ne sont pas intégrées dans les statistiques. Je pense, par exemple, pêle-mêle, à ce but contre Auxerre au Stade Océane, où il alerte Jamal Thiaré, qui se présente tout seul devant le gardien. Jamal rate son face-à-face, le ballon ricoche sur le défenseur, ça termine par un but. C'est Quentin Cornet qui est à l'origine de l'action. Et il y a eu énormément, avec le recul, énormément quand même d'actions sur lesquelles Quentin Cornet a été impliqué sans que ça se traduise par des buts ou des passes décisives. Donc, je mettrais, avec le recul, Quentin Cornet dans le moyen plus. Voilà. Ouais, et en préparant l'émission, justement, j'ai regardé les stats de la saison du HAC et Quentin Cornet est celui qui a créé le plus d'occasions. Donc ça revient à faire des passes amenant une action de but. Et il est largement en tête devant tout le monde. Il a 6 occasions créées d'avance sur le deuxième, quoi. Donc, c'est intéressant comme. Alors, on a d'autres stats. Mais je trouve que effectivement, il n'a pas forcément ce. Combien de fois on s'est dit, tiens, Jean-Pascal Fontaine, on peut en parler aussi de Jean-Pascal Fontaine. Il sort avec des stats venues d'ailleurs. Ah bah tiens, Jean-Pascal Fontaine, c'est le meilleur passeur. On l'a pas vu de la saison, mais sur un malentendu, il arrive à avoir 2-3 passes D. Je crois que c'est 2. Hein. Je crois que c'est 2. Ouais, j'ai regardé 2. Ouais, c'était 2. Ouais. Mais bon, on cherche encore lesquels. Mais je trouve que un Quentin Cornet, voilà, par rapport à son salaire, par rapport à sa valeur marchande. On parlait de Ben Mohamed juste avant. Mais Ben Mohamed, il fait partie des gros salaires. Donc, moi, j'en attends plus, par exemple, qu'un Woyo Koulibaly. On a souvent des échanges avec Ben sur Woyo Koulibaly, voilà. Mais il faut aussi tout remettre en proportion et par rapport au salaire du joueur. Donc, si un Ben Mohamed touche 4 fois plus qu'un Woyo Koulibaly, je vais avoir des exigences plus importantes. Facile. Ben oui, mais mes exigences vis-à-vis de Ben Mohamed vont être plus importantes qu'un Woyo Koulibaly. Et Ben Mohamed, les 2-3 matchs guerriers, mon Ben, j'ai du mal à les retrouver à Guingamp. Après, je me rappelle surtout de son flop à Sochaux. À Nancy, il avait été très Nancy, où il devait prendre un rouge tous les jours. Oui, bah, à l'irlandaise, c'est ce que je disais, à l'irlandaise. À l'irlandaise, ouais. On a commencé justement, on a évoqué un peu le top des passeurs, messieurs, avec 2 passes décisives, on pouvait être meilleur passeur cette année. Florian, on va continuer dans les statistiques. Au niveau des buteurs, est-ce que tu peux déjà nous faire un petit récapitulatif de savoir, est-ce que tu vas enfin mettre ton maillot CSC floqué ou est-ce que tu l'as échappé ? J'ai échappé je pense de très peu, mais je l'ai échappé. C'est Jamal qui est premier avec 7 buts. Donc, et puis Bonnet aussi qui a 7. Et ensuite, c'est Romain Basque, 3. Bon, il remerciera Valenciennes pour avoir fait un petit cadeau du doublé. Donc, pour les passes D, c'est Thiaré et Cornet qui sont à 3 passes D. Alors après, la fameuse stat que j'ai trouvée juste avant l'émission qui va faire rire, je sais pas, c'est les pénaux provoqués. Donc, on a le running gag de la saison avec Jamal qui en a obtenu 8. À lui tout seul, 8. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid, Manchester City et l'Inter, cette saison, ils ont obtenu 10 pénaltys. Alors, chacun ont obtenu 10 pénaltys. Donc, c'est-à-dire que Jamal, à lui tout seul, il a presque autant de pénaux que les trois grands clubs européens. Tu veux le dire qu'on va le vendre au Real Madrid ? Si on peut faire un échange avec eux, non, je rigole. Mais, pour montrer quand même l'importance de Jamal, il y a évidemment les côtés négatifs. J'ai montré cette semaine la stat où il y a 17 occasions franches à rater. Ça, c'est vraiment c'est terrible pour un attaquant. Mais choper 8 pénaltys à lui tout seul, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et là, je voudrais justement, pour conclure cette stat et ce bilan de saison, donc on a fini 12e, 8e à égalité en fonction de la différence de buts. On a mis 38 buts, on en a concédé 48.
On est la 13e attaque de L2. Et heureusement que sur les 2 derniers matchs, c'est le festival, parce que le dernier, c'est Châteauroux avec 32. On est la 13e défense, avec 10e en clean sheet. Et ce qu'il faut savoir, c'est la fameuse stat, et là j'aimerais avoir vos avis. 19e équipe à domicile, 4 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 16 buts marqués, 23 concédés. 4e équipe à l'extérieur, 7 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 22 buts mis, 25 concédés. La question est, pourquoi Benoît Donkele porte malheur Pourquoi Benoît Donkele porte malheur au Stade Océane? Parce que c'est Paul Le Guen, c'est le running gag aussi de la saison, fallait le dire. Non, plus sérieusement, pourquoi ça coince à la maison? Est-ce que c'est parce qu'il faut faire le jeu, justement, et que là, on n'a pas réussi à le faire? Je crois que cette année, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce bilan domicile. Comme dit François, il y a peut-être une question de public, mais bon, après, comment mesurer l'impact de cette absence du public au Havre et ailleurs? Très honnêtement, je sais pas. En tout cas, on n'a jamais vu une équipe du Havre, et que ça soit au Stade Océane et même à Deschazos, aussi faible, en tout cas à l'échelle de la Ligue 2. Et quand je dis à l'échelle de la Ligue 2, peut-être même qu'en Ligue 1, on s'est un petit peu plus éclaté, même dans les saisons compliquées. Pourquoi? Parce qu'offensivement, c'était le néant. On parlait de Jamal qui est toujours plein de bonne volonté. On pourra jamais lui reprocher de ne pas donner de sa personne. Mais Jamal est pas du tout et ne sera peut-être jamais taillé pour être un patron en attaque. Et puis il y a le fait aussi que je crois que Paul Le Guen n'a jamais trouvé, en tout cas à domicile, la bonne formule. Il a tout essayé, mais finalement le HAC termine la saison sans savoir tactiquement sur quel schéma préférentiel les Havrais ont joué cette saison. Alors on peut changer le schéma en fonction de l'adversaire de temps en temps, mais chaque équipe doit quand même avoir un schéma préférentiel. Les gars doivent avoir des repères, des automatismes, et finalement tout au long de la saison, eh bien ces repères, ces automatismes, ce schéma, le HAC a couru derrière, Paul Le Guen a couru derrière. Alors à l'extérieur, c'est parfois plus facile, effectivement, même si cette saison, voilà, et encore plus cette saison, j'allais dire, puisque les équipes, visiblement dans leur majorité, ont été plus fortes à l'extérieur qu'à domicile. Mais le bilan au Stade Océane est désastreux, vraiment désastreux, parce que je crois que Paul Le Guen n'a jamais trouvé la bonne formule. Florian, vu qu'on va rebondir tout de suite sur ce que Benoît a dit, en parlant de bonne formule, tu as compilé donc les stats des joueurs du HAC et tu vas nous donner maintenant le 11 type par rapport à une méthode que tu as eu tout simplement, c'est-à-dire le temps de jeu. Alors c'est en fonction du nombre de matchs joués, aussi au nombre de titularisations. Donc pour la mise en place tactique, je vous laisse voir. Moi je l'ai mis sur un 5-3-2, mais on peut faire aussi un 3-5-2 ou on peut le modifier comme vous le souhaitez. Bon, dans les buts, il n'y a pas de question, c'est Gorgelin. Sur la base de la défense, Woyo Koulibaly, Gibo, Romain Basque, Mayembo et Meras. Parce qu'on a beaucoup vu Basque redescendre, il y a aussi Lekal qui l'a fait beaucoup être au milieu de la défense. Ensuite, au milieu, Lekal, Bonnet, Fontaine. Et devant, Thierry avec Cornet, mais ça ne joue pas grand-chose, parce que Cornet a 17 titularisations comme Abdelli, sauf qu'il a fait plus de rentrées, donc il a 27 matchs en tout, et Abdelli 25. Voilà. Donc voici à peu près le 11 type. Et pour vous, messieurs, quel est le joueur le plus utilisé par Paul Le Guen cette saison? Hors Gorgelin, évidemment. Mayembo, non? Ouais, Féfé. Ouais, Féfé, ouais. Alors, Mayembo, il a 32 titularisations et 33 matchs, mais il y a quelqu'un qui fait mieux. Gibo? Non. C'est un milieu de terrain. Un Fontaine. C'est Basque. Ah, c'est Romain. Basque, il fait 35 matchs et 31 titularisations. Et ça se bat avec Lekal qui a fait 34 matchs mais 34 titularisations. Donc c'est les deux joueurs les plus utilisés de cette saison, Basque et Lekal. Donc je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus sur les joueurs les plus utilisés. Je ne sais pas s'il y a un joueur pour vous que vous aimeriez ressortir dans ce 11 aussi. Romain, pour moi, c'est voilà. Moi personnellement, je vais retenir Romain pour vraiment toute sa combativité aussi. Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé au-delà
des cas de Féfé qui lui aussi sortait, Féfé et Alex qui d'ailleurs ont à peu près la même destinée, sorti de nulle part parce que pas intégré au plan de Paul Le Guen initialement et devenu indispensable dès qu'ils sont rentrés dans l'équipe. Moi, je vais retenir Romain au niveau de tout ce qu'il a pu représenter et des coups qu'il a pris en début de saison parce qu'il est des fois sorti de l'équipe de manière, je trouve, un peu cavalière vis-à-vis de ce qu'il avait donné. Je pense par exemple pour faire rentrer tout de suite un Mbemba qui dans la foulée se reprend un deuxième rouge alors que Romain avait parfaitement rempli son rôle. Donc ouais, aussi pour les coups qu'il a pris, moi j'aime beaucoup Romain cette année. François, pour toi. Mon joueur de la saison, c'est ça la question? Ouais, c'est un peu ça, c'est le joueur qui ressort pour toi de ce 11. Moi, c'est Fernand Mayembo. J'en démords pas. J'adore ce joueur avec les qualités de ses défauts et par rapport aussi à son parcours où il n'était pas dans les plans initiaux et il s'est imposé. Et le fait qu'il termine le dernier match avec le brassard de capitaine, je trouve que c'est un joli clin d'œil. Benoît, pour toi, quel joueur tu vas retenir cette saison? Je mettrais également Fernand Mayembo parce que il a fait une très très bonne saison et en plus, selon moi, c'est le seul joueur qui a progressé cette saison. Je n'ai pas vu de progrès chez d'autres joueurs. Voilà, un Romain Basque, il a donné de sa personne, un coup latéral gauche, un coup milieu droit, un coup défenseur central. Voilà, on sait que c'est un couteau suisse, c'est une qualité, c'est aussi un handicap pour lui parce que finalement il n'y a jamais un entraîneur qui l'installe à un poste. Mais Mayembo, c'est le seul joueur qui a réellement progressé. Voilà. On attend aussi d'un staff technique qui fasse progresser des joueurs. Quel autre joueur a progressé cette saison? Moi, très honnêtement, j'en vois pas. Romain, pour toi, à toi le mot pour conclure cette rubrique. Bon, je vais pas faire très original, hein. Je vais prendre celui qui a le meilleur prénom au monde, Romain Basque. Non, mais c'est pareil, les mêmes arguments pour sa polyvalence, du fait qu'il rechigne jamais, et puis il joue là où on lui dit, et puis il essaie de faire vraiment de son mieux. Donc après, je rejoins Benoît sur le fait qu'il n'a pas forcément augmenté son niveau, évolué. Il est sur le même niveau que l'année dernière, mais voilà, c'est une valeur sûre et j'aime bien ce qu'il représente. J'aime bien son attitude sur le terrain. Bien sûr, hein, je retiens aussi Mayembo, mais bien sûr, voilà, Basque et Mayembo, voilà, ça fait la paire. Très bien, écoutez, c'était parfait. Et donc, vu que là, on a parlé un peu de notre top, comme parlait François, quel est votre flop? Allez, Benoît, on reprend, tu les as mis dans ton article, et pour toi, le flop top of the flop, ce sera qui pour toi? Bon, allez, on va mettre, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, Basile hors catégorie. Moi, le flop, voilà, c'est les petits pics avec Paul Le Guen. On commençait par là. C'est Ersoy. C'est Ersoy qu'on nous a vendu comme futur international. Il avait une sélection, mais bon, comme quelqu'un qui était aux portes de l'équipe de Turquie, le capitaine de Bursaspor, même si c'est une équipe qui a été reléguée, Bursa, on connaît quand même, c'est un nom dans le championnat turc. C'était un capitaine à 21 ans ou 22 ans, je ne sais plus quel âge il avait, mais un très jeune capitaine. On nous a vendu quand même une superbe recrue. Moi, en un an et demi, j'ai vu un joueur qui était totalement perdu, un joueur qui faisait peur à ses partenaires, un joueur qui faisait reculer tout le bloc. Ça, rapidement, je crois qu'il y a pas mal de joueurs qui l'ont dit, et il jouait beaucoup trop bas, ça faisait reculer le bloc. Voilà, c'est un joueur qui était en perdition. Après, on nous dit, il a le mal du pays. Ok, là, il est parti à Gaziantep. Actuellement, je crois qu'il est blessé là actuellement, mais il a très peu joué. Maintenant, je crois que c'est un bon pro quand même. Il avait mis tout ce qu'il fallait en début de saison pour enfin s'intégrer et enfin débuter sa carrière à Vrèze. J'avais fait un sujet avec lui et il m'avait raconté que 24 heures sur 24, il avait un coach chez lui, voilà, qui gérait sa nourriture, qui gérait son sommeil, qui gérait sa musculation, gérait ses cartons rouges. Ça, pour le coup, ça doit être une option il a pas dû payer l'option, je crois pas. Non. Mais voilà, je pense que c'est un bon pro.
Sauf que, est-ce que c'est un bon joueur? Là, très honnêtement, moi, j'en doute. Paul Le Guen en est persuadé. Ça marche pas au Havre. Son retour en Turquie n'est pas frappé du sceau de la réussite. Voilà. Et ce qui est une mauvaise nouvelle, parce que peut-être que s'il avait fait 6 superbes mois à Gaziantep, peut-être que Gaziantep aurait peut-être insisté pour racheter son contrat cet été. Je crois que ça va pas être le cas. Il en a encore pour un an derrière pour essayer de se faire racheter, mais c'est vrai qu'il vaut mieux que ça aille vite, et en espérant que les tarifs ne s'écroulent pas avec la conjoncture actuelle du football professionnel en Europe. Et en espérant qu'il ne le renvoie pas. Enfin, en espérant, je lui souhaite pas non plus de finir dans le mur, hein, au pauvre garçon. Mais je sais pas, il y a tellement de clauses dans les contrats. Peut-être que Gaziantep, mécontent des performances d'Ersoy cet été, va nous le renvoyer. Hein. C'est pas à exclure. Hein. Il y a peut-être une clause de revoyeur, c'est possible. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est possible. Romain, pour toi, quel est ton flop cette saison? Tu as le choix, vas-y. J'en avais noté 3 et je vous promets que j'ai pas appelé Benoît avant l'émission, mais j'ai noté Ersoy aussi. Et voilà, on parle que de quelques mois de cette saison, mais ça suffit pour le mettre dans mon top of the flop. Voilà, quoi qu'en dise Paul Le Guen, moi je pense que personne ne se rappellera de ce défenseur, sauf s'il revient. Et puis voilà, je vais mettre fin au débat ce soir, là, maintenant. Sincèrement, c'est un échec total. Florian, pour toi, allez, l'avant-dernier pour toi. Quel est ton top of the flop? Bah, j'en ai noté 3 aussi. Il en faut un, monsieur, il en faut un. Ouais, on a parlé d'Ersoy, donc je vais pas en parler. Je pense que lui, on n'en parlera pas, mais c'est pas plus du joueur, c'est plus de la situation autour, c'est Boutaïb. Parce que le joueur en lui-même, j'ai rien contre lui. Il a pas été exceptionnel. Ça, malheureusement, je vais pas dire qu'on l'avait prévu, mais vous pouvez s'en douter. Mais c'est la situation autour. Peut-être pas à ce point-là quand même. Peut-être pas. Ouais, mais en fait, moi, c'est plus la situation autour. On attend un attaquant depuis plus d'1 an. Il arrive. Il a pas joué 18 mois. Il peut pas jouer tout de suite. Quand il commence, c'est pas terrible. Je te rejoins. Alors, je t'arrête. Juste une pause. Le match d'Amiens, on se dit peut-être, et puis au final, ça redescend. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pas vraiment le joueur que je cible, c'est plus tout ce qui est autour, parce que sinon, il y en a qui ont fait bien pire que lui, et je pense que le seul dont on n'a pas prononcé le nom va être prononcé après, mais pour moi, Boutaïb, c'est juste toute la situation autour qui m'a agacé. On en a parlé maintes et maintes fois dans l'émission, et à chaque fois, je remettais une cartouche pour attaquer le hack, et que je considérais que c'était pas super pro la façon dont était géré le cas. Donc voilà, moi c'est juste, j'attaque pas le joueur en lui-même, c'est le package Boutaïb. Alors, je vais prendre mon tour tout de suite, et vu que je te rejoins là-dessus, ouais, c'est pour l'ensemble de son œuvre, Boutaïb, mais pas Boutaïb pour Khalid Boutaïb, c'est Boutaïb dans le grand sketch du remplaçant de Tino Kadewere. On s'est fait tellement de frayeurs en début de saison sur le fait qu'on n'avait pas d'attaquant en backup. Le seul attaquant qu'on avait, c'est lui en réserve, c'est lui qui s'est blessé, c'est Godwin, qu'on n'a pas revu depuis qu'il a mis son but face à Pau. Il est complet, on sait même pas dans quel état physique il est, le pauvre garçon. On espère que son opération va bien se passer et qu'il va revenir, mais c'est tout. Les conditions du départ de Tino, le non-remplacement, on se doutait bien même déjà qu'au début de la saison précédente, Tino, si on montait pas, ce serait au revoir. Donc ça fait globalement presque 1 an et demi sans attaquant, sans monter. On a eu la blague Karim El Berkaoui, où là aussi ça s'est pas fait. Ça a été le premier feuilleton de la saison. Quand on réécoute les premières émissions, on en parle déjà, on se dit mais oui, il y a eu ça aussi qui s'est passé. Le nouveau sketch aussi avec Khalid Boutaïb, qui je crois en plus a le même agent que Tino, comme par hasard. Mais bon, ça on faut pas le dire, parce que ensuite ça fait théorie du complot. Et t'as ça ensuite qui se rajoute.
il joue pas, et les dernières prestations face à Chambly, ça, je crois que ça a été le pompon. Au final, il met un but, donc ce qui fait qu'il est meilleur que Faneva Andriatsima, de pas grand-chose, mais il est meilleur. Et je me souviens surtout, c'est qu'après le match de Chambly, on voit sur les réseaux sociaux Boutaïb qui se met à aimer tous les commentaires où il se fait défoncer. Et là, on dit ok, c'est bon, ça y est, c'est gagné, c'est le package est complet. Félicitations, merci monsieur, vous avez bien réussi. Donc voilà, c'est tout ce feuilleton, ce sale feuilleton qui fait que si j'étais pas acharné au hack et si j'étais pas à faire les activistes, ouais, je pense que je ferais quelque chose peut-être de plus intéressant de mes samedis soirs, mais j'y reviens tout simplement parce que quand tous ceux qui le composent seront partis dans 2 ou 3 ans, ben nous on sera toujours là parce que on est là pour le blason et pour le club et que qu'importe ce qui peut lui arriver, nous sommes là. Juste petite, si je peux me permettre sur Boutaïb, pour discuter 2-3 fois avec lui, dans l'esprit, je crois que c'est un mec qui est bien. C'est un bon pro. Malheureusement, on l'a dit précédemment, il est resté 1 an et demi sans jouer. Il va avoir 34 ans. Je crois que malheureusement, alors on verra bien s'il reste avec une vraie prépa, etc. On verra ce que ça donne. Je crois qu'il a tout simplement plus les cannes. Il est carbo. Il est carbo et à un moment donné, voilà, à 34-35 ans, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. D'autant qu'il est resté 1 an et demi sans jouer. Voilà, je pense que dans l'état d'esprit, il est là. Physiquement, je crois que la carrière, elle est derrière, quoi. Et sans vouloir remettre une pièce dans la machine, ça n'a jamais été un serial buteur. Hein. Si vous reprenez toutes ses stats, il a qu'une saison où il marque à Strasbourg, vraiment, où il marque beaucoup, mais en fait, toutes ses autres saisons, c'est en dessous de 10 buts. Donc, c'est même pas le profil du joueur à 12, 15, 20 buts régulièrement par saison. Non, la saison de Strasbourg, c'était un épiphénomène. Et il le disait lui aussi, hein, moi je suis pas là pour en enquiller beaucoup, mais alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une erreur de casting. je renchéris. Allez, on y va. Non, moi je veux bien renchérir. On parlait de... On peut débattre toute la nuit, hein, on a tout le temps, hein, visiblement. Mais on parlait du faible rendement du hack à domicile. Khalid, il n'a pas apporté, moi, ce que j'espérais qu'il puisse apporter sur justement ces matchs à domicile où il est plus point de fixation, où il a d'autres caractéristiques que ces joueurs de vitesse qui brillent à l'extérieur. On sait que Thierry, il aime l'espace, la vitesse, Cornet, Elias Mahmoud, etc. Et je mettrais dans le même bain, on n'en a pas parlé, mais Imad Abdelli. Imad Abdelli, c'est une grosse déception de la saison. Je sais bien qu'il a été blessé, mais on sait bien que c'est pas un joueur rapide, que c'est pas un joueur tonique, que c'est un joueur qui est capable sur quelques dribbles, sur des petits espaces, de faire une différence. Et à domicile, c'était un joueur qui était censé apporter une plus-value et il n'a pas été à la hauteur, le Imad. Ça fait partie aussi des flops. Ça fait partie des déceptions parce qu'on attendait beaucoup de lui. On pensait, moi j'espérais, hein, très honnêtement. Hein, et Paul Le Guen l'a bien vendu aussi en disant Imad. Et ça n'a pas matché. Et moi, je me pose la question, on en parle entre nous parfois. Je me demande... Quelle carrière il va pouvoir faire et toutes ces belles promesses, je me pose des questions pour la suite. On parlait aussi en début de saison, on se rappelle que Imad c'était un peu la roue de secours de tout le monde. Hein. C'était si tu vous souviens bien, c'est dès qu'il y avait un rouge en début de saison, et il y en a eu quand même quelques-uns sur les premiers matchs. Qui sort ? C'est Imad. Imad il sort tout de suite. Et on n'a jamais trop su vraiment, en effet, quel était le poste auquel on voulait jouer. Et on se disait clairement que si Imad, on se posait même des questions sur comment il va jouer. C'est-à-dire que si on jouait en 4-5-1, ça voulait dire qu'il était en 10, donc peut-être à son poste, mais avec Jamal tout seul devant, on se doutait que ça n'irait pas. Et s'il était en 4-4-2, ça veut dire qu'il aurait été à droite. Et on savait que là, il n'avait pas l'explosivité pour faire. Donc se poser justement la question de savoir... Et en plus, quand on voit que derrière, tu as Alex Bonnet qui, dans les circonstances dans lesquelles il est, explose tout,
Ah bah là, il se reprend encore un coup parce qu'il sait, c'est bon, il a compris qu'il jouerait pas la deuxième partie de saison. Et si je parle d'Imad aussi, c'est parce que je trouve que sur la saison, regardez le nombre de joueurs formés à la KV qui ont joué cette saison. Il y a qui? Il y a Bouillot. En titulaire En titulaire ou en joueur régulier. Bouillot, Victor et Jean-Pascal. Ouais. Voilà. Et Jean-Pascal. Ouais, mais On a 3. ouais. 3 On a plus de 3 sur 11. De nouvelles générations. C'est pour ça que moi, je prie de mes voeux qu'on voit des Abdoulaba, des Mamadou Fofana, à la limite, je serais beaucoup plus indulgent, beaucoup plus tolérant. Tant pis, on se gourre avec un tel, mais si c'est un bézo de la KV, franchement, moi, ils m'ont bluffé, ils m'ont épaté contre 3. On va pas rester sur un match là. Bien sûr, il va falloir prendre du recul et pas, voilà, c'était un match particulier, sans enjeu. Je l'entends parfaitement, mais puisqu'il n'y a plus de sous, puisqu'il n'y a plus de moyens, puisqu'on nous dit qu'on ne va pas pouvoir recruter, donnons la chance aux jeunes. Ouais, associé à une com, on donne la chance aux jeunes, on vise le milieu de tableau, et puis après, en off, ils se disent allons chercher la 5e. Sans leur mettre plus de pression. Voilà. Et après, à côté, il y a des Romain Basque, il y a des Alex Bonnet éventuellement, je l'espère, des Pierre Gibaud, il y a des garçons qui sont capables de les entourer, de les accompagner, et ça doit être l'ADN du club. Mais arrêtons de nous faire venir des Mbemba, des Ben Mohamed, des Herzoy, stop. Ouais, mais en l'état, une fois que tu as cité Fofana, et encore, Fofana qui sera pas conservé, même si Paul Le Guen a laissé planer le doute après avoir dit l'aventure s'arrête là. Et puis finalement, sur 2 matchs, et encore, à Valenciennes, c'est un bout de match. Et sur 2 matchs contre 2 équipes qui ont vraiment plus rien à jouer et qui sont en vacances, dire ma porte est finalement ouverte. Là aussi, moi, ça me paraît être très, très étonnant. Mais une fois qu'on a cité Fofana et qu'on a cité Ba, qu'on a effectivement vu sur cette fin de saison, on cite qui moi, je veux bien, mais quasi. Mais pour le moment, Isaac Touré, qui l'a vu jouer, Isaac Touré, on ne sait pas. Je sais pas. Aruna sans je l'ai vu jouer. Pardon. Herzoy, je l'ai vu jouer. Oui, d'accord. Ah oui. Mais non, moi, je pense qu'il y a pas suffisamment de gamins. De toute façon, il y a un trou sur la génération Gomez-Casimir. On a bien vu, les 2 gamins, ils ont quasiment pas joué de la saison. C'est qu'ils étaient là, mais finalement, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas le niveau. Après, il faut descendre très très bas. Hein. Les Bachelet, les Barker, les Richardson. Moi, je veux bien, ils ont été bluffants, les gamins, mais faut pas non plus se rouler par terre. Les 2 petits latéraux, s'il y a un match en jeu, on en prend 8, sans ganter. Moi, il me fait encore un petit peu peur. Richardson, c'est sobre, etc. Mais encore une fois, sur un match où en face, au sein de l'entrejeu, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Donc, ils sont peut-être très bons, mais j'aimerais les voir quand même dans une configuration un petit peu plus intense, quoi. Mais je suis complètement d'accord. Mais pourquoi avoir maintenu Basile dans le groupe alors qu'il ne rentrait jamais en jeu ou très très peu, alors qu'on savait, on savait. Effectivement, Ilan Gomez, Josué Casimir, on ne sait pas parce qu'on ne les a pas vus. Pourquoi avoir maintenu un Hervé Basile tout au long de la saison pour ne jamais le faire rentrer ou quasiment peu? Et puis on va nous dire ah bah non il est en Haïti, oh bah non il a un petit pépin physique, oh bah non il a pas envie, etc. Moi, je préfère, le sens de mon discours, qu'on se ne méprenne pas, c'est que moi, je préfère qu'on mette un Mamadou Fofana à la place d'un Nolan Mbemba. Je préfère qu'on mette un Josué Casimir, un Ilan Gomez plutôt qu'un Hervé Basile. Et tant pis, ça a été un flop. Et ben, on assume ce flop jusqu'au bout, mais on va pas le prendre dans le groupe et on intègre progressivement, on les imprègne, on leur fait on les met dans le bain plutôt que de rester avec des joueurs qu'on a vus, qu'on a pu juger, et on est tous d'accord, je pense, pour dire ça ne le fait pas. Les jeunes, puisqu'on ne les a pas suffisamment vus, donnons-leur leur chance. Et le peu qu'on a vu,
bah ça a été bon. Dans des circonstances, ok. Mais voilà, c'est l'ADN du club. C'est l'ADN du club. Oui, mais selon moi, en l'état, le seul qui est prêt, c'est le petit Abdoulaba. Et c'est exceptionnel, il a 17 ans, il aura 18 fin juillet, je crois. C'est exceptionnel, mais les autres, attendons, parce que attention, il ne faut pas les envoyer non plus au carton. Il ne faut pas les envoyer au carton. C'est bien. Mais bien accompagnés, bien entourés. Et s'ils ont été aussi bons sur le match de 3, moi je pense que c'est aussi parce que il y a eu une synergie où ils étaient entre eux, etc. Mais il faut le faire intelligemment, progressivement. Il faut pas effectivement bousculer toutes les choses. Mais s'il n'y a pas de moyen de recruter, il va falloir quand même à un moment prendre des décisions et dire voilà, on n'en a pas parlé, mais il va falloir prendre des décisions par rapport à la situation économique du club. Donc, on nous dit il y a un trou de 10 millions d'euros. Donc, comment on fait pour réajuster les choses? Est-ce qu'on le fait sur l'équipe pro, l'équipe Fagnon? Moi, je dis non. Est-ce qu'on le fait sur le centre de formation? Moi, je dis non. Est-ce qu'on le fait sur l'équipe féminine? Moi, je dis oui. Voilà. C'est après, carrément. Ben oui, il va falloir prendre des décisions. Au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenus dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Ciel et Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.